Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire pour discuter de notre thème de ce jour, entretenir de bonnes relations avec les journalistes. Nous avons pris le parti d'inviter un journaliste et un communicant de façon à avoir le point de vue de part et d'autre de ces deux métiers. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Paris, Country Manager d'AFP en Égypte, et Junior Bignam, consultant en communication. Bonjour messieurs. Bonjour Nathalie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Junior. Bonjour Nathalie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Junior. Alors je vais vous présenter brièvement. Bonjour Nathalie, bonjour Emmanuel. Oui, c'est bon. Je pense qu'il doit y avoir un petit décalage, mais on va faire avec. Alors je vais vous présenter brièvement à nos auditeurs. Emmanuel, vous avez rejoint l'AFP en 1998 en tant qu'éditeur et vous avez travaillé aussi bien en France qu'à l'international. Vous avez couvert la politique américaine à Washington lors du premier mandat de Barack Obama et vous avez été envoyé spécial de l'AFP à Kaboul, en Afghanistan. Vous dirigez le bureau du Caire depuis 4 ans maintenant. Emmanuel, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces 22 années de carrière de journaliste? C'est une bonne question. Oui, 22 ans, oui, ça fait long et il y a forcément des événements qui sont plus marquants que les autres, des couvertures qui sont plus marquantes que les autres. Je crois évidemment que là où ça a été le plus marquant, le plus intense, c'est évidemment l'Afghanistan, qui est une zone de guerre. Encore aujourd'hui, ça fait 40 ans que ça dure. Et il y a toujours des développements. Depuis l'invasion soviétique en 1979 jusqu'à aujourd'hui, l'Afghanistan est une zone de guerre. Et pour tous les journalistes qui se sont succédés, des milliers et des milliers de journalistes qui ont couvert ce conflit depuis le début, c'est, je crois, une couverture qui reste très marquante. Et ça a été le cas pour moi. D'accord, merci. Alors Junior, vous avez un parcours qui nous intéresse plus particulièrement encore aujourd'hui, puisque vous avez débuté en tant que journaliste et vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, en tant que communicant. Alors, vous avez été journaliste à la radio, dans la presse écrite. Vous avez été rédacteur en chef du premier quotidien privé au Cameroun, Mutation, avant de rejoindre le métier de communicant, notamment dans le sport. Vous avez été pendant 4 ans et demi directeur de la division médias de la Confédération africaine de football et aujourd'hui vous poursuivez votre carrière de consultant en communication. Alors la question est la même aussi pour vous Junior. Durant ces 22 années, parce que vous aussi vous avez 22 ans de carrière, durant ces 22 années, qu'est-ce que vous avez le plus marqué, peut-être en tant que journaliste, mais aussi en tant que communicant? En tant que journaliste, j'ai peut-être 2 expériences qui peuvent parler à votre auditoire parce qu'elles sont en dehors du contexte de mon pays. C'est l'élection présidentielle en RCA en 2005. C'était la première élection organisée après une grande période d'instabilité pour le pays. Je suis allé la couvrir pour le compte du quotidien Mutation pour lequel je travaillais. Et j'ai fait une découverte. C'est que là-bas, on avait un bulletin de vote unique et les, euh, les votants, les électeurs devaient cocher au bic devant la photo du candidat pour lequel ils votaient sur ce bulletin unique. Et lors des dépouillements, on s'est retrouvé dans certains bureaux de vote dans la ville de Bangui avec plein d'électeurs qui avaient carrément inscrit le nom de Bokassa au bic, l'empereur Bokassa, au bic. Donc il y avait cette forte nostalgie de Bokassa qui tranchait
nettement avec l'image qu'on avait eue de lui, de ce tyran, de ce chef un peu excentrique, loufoque à la limite. Bref, la caricature qui avait été faite principalement par les médias français de l'empereur Bokassa dans les années 70. Et je me rendais compte qu'il y avait un besoin de Bokassa et une demande de Bokassa, alors qu'on pensait que c'était le type qui avait fait le plus de mal à ce pays. Donc, je me suis lancé dans une série d'enquêtes sur les traces de Bokassa pour me rendre compte qu'en fait, tout ce qui existait pratiquement comme infrastructure en RCA à cette époque-là datait de l'époque de Bokassa et que pour les Centrafricains qui avaient connu Bokassa, leur pays n'avait jamais été aussi paisible, aussi prospère que sous Bokassa. Et les réalisations le prouvaient. Donc, j'étais plus jeune journaliste, j'avais quelques années de pratique quand même, mais j'étais choqué dans un premier temps. Donc, j'ai refait le parcours. Je suis allé visiter la cour impériale de Berengo, qui tombait en désuétude. J'ai visité les ruines du palais du gymnase, qui était l'un des premiers gymnases couverts en Afrique subsaharienne, qui avait servi au trône à l'intronisation de Bokassa. Et les plus grandes avenues de Bangui, les logements sociaux, l'essentiel de ce qui était dans Bangui à ce moment-là datait de l'époque de Bokassa. Mais ça, on ne l'entendait pas. On ne l'entendait pas hors de RCA. Tout ce qu'on avait, c'était des soupçons d'anthropophagie, de la torture à tout va, les lycéens de Ngarangba. Je ne dis pas que Bokassa était un saint, mais on avait choisi, peut-être délibérément, et parce qu'à l'époque, c'était les médias français qui inondaient l'essentiel de l'Afrique subsaharienne, on avait choisi de le peindre sous un jour qui n'était pas, où il y avait un manque d'équilibre. Donc, comme journaliste, j'ai ressenti ce besoin, ne serait-ce que pour le lectorat camerounais qui suivait mon journal, de rétablir cet équilibre. Et j'ai fait une série de 5 tableaux baptisés sur les traces de l'empereur Bokassa. Il y avait une monographie de Bangui, il y avait une présentation du gymnase du Sacre, il y a eu une interview avec un prêtre italien qui avait été son confesseur pendant qu'il était détenu et pendant son procès. Il y a eu également, comme je disais, ce reportage à la cour impériale de Berengo et les vestiges qui restaient de cette époque-là. Et la deuxième expérience que je pourrais citer, c'est les primaires démocrates de 2008 que j'ai pu couvrir à travers un programme du département d'État américain et qui m'ont permis de voir comment le mystère Obama grossissait et comment une transformation, quelque chose d'historique, était en train de s'opérer aux États-Unis parce qu'on avait eu la possibilité de suivre un peu les deux candidats démocrates, Hillary Clinton et Barack Obama, pendant cette primaire démocrate autour du mois avril et mai 2008. Et en tant que communicant? Bon, en tant que communicant, c'est forcément une expérience exaltante. Qu'est-ce que je vais vous mettre en avant? C'est probablement l'initiative prise à la Fédération camerounaise de football, d'abord de marquer le coup des 50 ans de la fédération. C'est-à-dire que la Fédération camerounaise de football a été créée en 1959, dont elle préexiste même à l'État du Cameroun indépendant. La FECAFOOT était créée avant que le Cameroun ne devienne indépendant. Et en 2009, j'ai entrepris de commettre un ouvrage, un magazine qui retracerait les 50 ans de football camerounais et qui a été édité et publié juste avant la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud, qui était la première également sur le continent africain. Et donc, cette plongée dans l'histoire permettait de se rendre compte de ce qu'on avait tout un actif mémoriel en ce qui concerne le football au Cameroun, qui n'avait intéressé personne et qui était en train de tomber en décrépitude, avec des acteurs qui, pour certains, perdaient leur mémoire. Et ça m'a amené à me dire qu'il fallait faire quelque chose pour que ces archives-là soient sauvegardées, mais surtout que cette mémoire-là soit transmise. Parce que dans un continent qui a 70% de sa population qui a moins de 25 ans, et le Cameroun obéit plus ou moins à cette configuration-là, il va de soi que pour beaucoup de jeunes, le football, il a commencé avec Internet, avec Facebook et Twitter. Donc, on a une grosse partie de notre mémoire footballistique qui est très méconnue et pourtant, le caractère, les exploits d'aujourd'hui sont à aller chercher dans ces référents historiques du football camerounais. Donc, ce travail-là m'a permis de replonger dans ces archives, de rencontrer un certain nombre d'acteurs
qui étaient donnés pour morts, mais qui étaient tout simplement tombés dans l'oubli parce que peu de personnes retournaient vers elles et on les pensait mortes. Et puis, il y a aussi eu l'expérience exaltante des 60 ans de la CAF en 2017 qui nous ont amenés à produire un documentaire sur les 60 ans de football africain, notamment les 60 ans de la CAF, qui a également permis cette plongée dans l'histoire et de pouvoir ramener à la surface les avancées et tout ce que les pères fondateurs avaient traversé, les combats même menés par la CAF, parce qu'on oublie que la CAF, par exemple, en 65, avait voté un boycott des éliminatoires de la Coupe du Monde 66, tout simplement parce que l'Afrique estimait que pour la masse critique de pays qui constituaient désormais le continent, l'Afrique avait droit à au moins une place en Coupe du Monde. Or, pour la Coupe du Monde 66 en Angleterre, on donnait à l'Afrique une demi-place, voire un quart de place, parce qu'après, il fallait aller jouer les équipes qualifiées d'Asie et d'Océanie pour pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde de 66. Donc, l'Afrique a marqué un boycott de cette Coupe du Monde-là, n'a pas participé aux éliminatoires de ce fait-là et remonté même à la création de la CAF. La CAF, dès sa création, a été la première organisation à sanctionner l'Afrique du Sud pour sa politique d'apartheid parce que l'Afrique du Sud, qui était membre fondateur, a été exclue du tournoi fondateur de Cannes en 1957 à Khartoum parce qu'elle ne voulait pas présenter une équipe multiraciale. Elle est venue dans un premier temps avec une équipe totalement blanche. On lui a opposé le fait qu'on ne pouvait pas l'accepter. Ils ont proposé de ramener une équipe totalement noire. Finalement, l'Afrique du Sud a été exclue. C'est pour ça que la première CAN s'est jouée avec 3 équipes seulement et pas 4 qui étaient les membres fondateurs. Donc, ces expériences-là m'ont permis une réappropriation d'une bonne partie de l'histoire à la fois de mon pays, footballistiquement parlant, et de l'Afrique. Maintenant, l'expérience de communicant, on va certainement en parler tout à l'heure, elle a son exaltation, ses contraintes aussi, surtout quand on a été journaliste, parce qu'on a tendance à comprendre ses confrères, mais de l'autre côté, on a un establishment qui ne comprend pas toujours ce flow et cette dynamique-là. Exactement. On va rentrer justement dans le vif du sujet. Merci Junior. Quels sont, d'après vous, d'après l'un et d'après l'autre, les 5 points importants dans la relation entre un communicant et des journalistes? Qui va commencer? Emmanuel, peut-être? D'accord. Alors, première chose qui est fondamentale à mon sens pour la relation entre le communicant et le journaliste, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse. C'est vraiment très important. Il faut qu'il y ait une communication, un dialogue entre les deux. Il faut pour nous, de notre côté, journalistes, qu'on arrive à faire comprendre aux communicants qu'on est là pour exposer peut-être des faits, des informations, des choses qui peut-être peuvent ne pas plaire aux entreprises ou aux institutions que les communicants représentent. Mais en même temps, c'est parce que c'est notre job, c'est notre boulot d'exposer les choses. Mais en même temps, il faut aussi qu'on fasse comprendre aux communicants qu'on n'est pas là pour les rouler, qu'on n'est pas là pour publier n'importe quoi. Et ce que je fais souvent, donc ce que j'essaie d'expliquer souvent quand je parle à des attachés de presse ou des communicants, des gens qui sont censés dialoguer avec moi, je leur dis notre profession quand même est régie par une certaine déontologie et donc on n'est pas censé publier n'importe quoi, on a une obligation de rigueur. Et bon, peut-être certains médias plus que d'autres ont une réputation de rigueur un peu plus. C'est en tout cas le cas pour l'entreprise pour laquelle je travaille, donc l'agence France Presse. On a un peu dans notre ADN cette idée que tout ce qu'on publie doit être vérifié, doit être fiable, doit être solide, avec des sources, avec des sources adéquates, etc. Donc ça, c'est une chose. Deuxième point, je pensais à la disponibilité, à la réactivité des personnes à qui on a affaire, des communicants à qui on s'adresse. Pour nous, c'est important d'avoir quelqu'un qui soit réactif, qui soit disponible, qui réponde au téléphone, qui réponde aux messages. C'est très important parce que la presse, de plus en plus aujourd'hui, est un milieu qui est très compétitif.
il y a la concurrence d'autres médias, il y a la concurrence des réseaux sociaux qui font accélérer un petit peu le mouvement, la vague de news. Donc, ça nous oblige à être plus rapide. Ça nous oblige à être plus rapide et à produire plus et plus rapidement. Donc, disponibilité, c'est très important. Il faut absolument qu'on puisse joindre la personne. J'explique souvent, justement, aussi aux communicants que, justement, dans le cas où on ne puisse pas joindre la personne, c'est assez problématique pour nous, enfin, et également pour l'institution qui est représentée que le communicant représente, parce qu'on est obligé, dans ce cas-là, nous, d'écrire, contacté par tel média, etc., un tel, le porte-parole n'a pas souhaité répondre ou n'a pas pu répondre ou ne répondait pas. C'est obligatoire. Enfin, je veux dire, nous, on a fait notre travail, on a essayé de contacter les communicants ne répondent pas. Parfois, c'est à dessein. Donc, il faut absolument que dans nos papiers, donc, on explique que il y a ce problème. On cherche à vérifier l'information, mais on nous oppose un certain barrage. Donc, encore une fois, donc, la disponibilité, la réactivité, c'est très important pour nous. Troisième point, je voulais parler de l'efficacité. On doit avoir en face de nous des personnes qui ont un certain pouvoir, une certaine efficacité pour nous apporter des informations qui seront susceptibles d'alimenter notre couverture. J'entends par là que, bon, je sais bien qu'il y a certains communicants qui ont, qui travaillent pour des institutions qui sont très centralisées et où tout se décide à la direction ou même voir le président lui-même ou enfin, peu importe le chef de l'organisation. Mais pour nous, on doit pouvoir travailler avec des gens qui ont une certaine autonomie, qui ont une certaine capacité de nous communiquer directement les choses, c'est-à-dire sans attendre que l'information soit validée, parce que ça prend beaucoup plus de temps. Et encore une fois, on est pressé. À défaut, on peut aussi discuter avec des gens qui ont la capacité de nous mettre très rapidement en contact avec des gens qui peuvent, dans l'entreprise, dans l'institution qu'ils représentent, qui peuvent s'exprimer très rapidement sur un fait donné, sur un fait précis. Donc, c'est ça qu'on recherche. C'est une efficacité, une façon de nous présenter l'information qui soit très rapide et un accès très, très immédiat. Quatrième point, je dirais se connaître, comprendre, pour les communicants, comprendre le fonctionnement de la presse. Alors, c'est très bien quand on est un ancien journaliste, donc comme Junior, on comprend très bien les impératifs de la presse, comment on fonctionne, quels sont nos deadlines, on a des bouclages, on a des contraintes, etc. Donc, si un communicant a été journaliste, effectivement, ça peut être un atout. Donc, la presse, comment ça marche, ça c'est très important. Et le cinquième point, je pensais à la capacité de suivi. Parce que quand on suit un dossier en tant que journaliste, il y a forcément différents rebondissements, différents épisodes qu'on voudra couvrir par la suite. Donc, je pense que ce qu'on demande aussi de la part du communicant, c'est de comprendre l'intérêt qu'on a pour une affaire qui peut se développer sur plusieurs mois, voire peut-être parfois sur plusieurs années. Et c'est la capacité à nous solliciter à chaque fois qu'il y a un nouveau développement. Donc voilà, je dirais que ce sont les 5 points que j'ai pu relever de mon côté donc, en tant que journaliste. Bien. Merci Emmanuel. Junior, les 5 points importants. Alors, les points en tant que communicant, vont presque se croiser parce que
comme tu l'as si bien fait remarquer, Nathalie, j'ai peut-être eu la chance d'être d'abord un journaliste et donc d'être en situation de comprendre exactement quelles peuvent être les attentes du journaliste vis-à-vis du communicant que je devenais. Donc, j'ai listé 5 points, mais je ne les liste pas par ordre d'importance. Je détaillerai plus tard. Je mettrai la réactivité et la proactivité comme un point déterminant, la disponibilité, la socialisation, la personnalisation et les 2 derniers points, socialisation et personnalisation, participent en fait du 5e qui est de créer une sorte de complicité. Pourquoi? Parce que ça peut ne pas vous paraître comme ça. Les journalistes ne sont pas des êtres insensibles. Ce sont des êtres de chair, des êtres d'émotion et qui aiment ressentir qu'ils ont la considération et le respect qui sied au travail qu'ils font. Donc, vous devez les poser en priorité parce que manifestement, votre travail de communicant, c'est de les avoir en priorité et pas autrement. Et j'avais coutume de répéter à tous les journalistes qui me sollicitaient, je leur disais, mon travail, c'est de vous donner des réponses même quand j'en ai pas. Juste pour traduire la complexité de la position qui peut être dans celle du communicant tout à l'heure. Donc, il est extrêmement contre-productif pour le communicant de se réfugier dans le mutisme, de se réfugier dans le rejet, tout simplement parce qu'il sait qu'il va être assailli de questions et qu'il n'aura pas de réponse parce que le circuit peut-être de validation de l'information le met au dépourvu vis-à-vis des médias. Donc, il faut rester disponible pour eux, même quand on n'a pas de réponse à leur apporter. Maintenant, les outils de travail d'un communicant, ces dossiers de presse, ces communiqués de presse, ces fichiers de presse, c'est toutes choses qui participent comme d'une standardisation et qui finissent par être déshumanisées et qui font qu'à la fin, si vous envoyez un communiqué de presse à X, Y, Z, parfois il coche sur la case supprimée tout simplement parce qu'il se dit c'est un communiqué de presse de plus. Mais si vous avez réussi à personnaliser votre relation, de manière systématique, votre interlocuteur ouvre vos mails. Que ce soit un communiqué de presse libellé comme tel ou pas, la personnalisation de votre relation fait qu'il ouvrira de manière automatique vos mails et prêtera donc une attention plus particulière à ce que vous lui envoyez. La socialisation, à mon sens, participe de créer cette relation humaine, la sortir du cadre quand c'est possible de la relation formelle, mais pour créer des espaces de rapprochement, des espaces d'échange qui soient en dehors du carcan professionnel, c'est-à-dire en dehors de vos bureaux respectifs, en dehors de vos environnements de travail respectifs. Vous retrouvez, je ne trahirai pas un secret, il est arrivé que j'aille boire un café avec Emmanuel, à l'époque je travaillais au Caire et machin, donc vous avez forcément, dans ces conditions-là, une relation de confiance qui s'installe. Parce qu'à la fois, comme on disait pour les journalistes, on dit le journalisme, c'est le contact et la distance. Vous devez pouvoir rester au contact de vos sources pour entretenir vos sources, mais également, il faut garder la distance nécessaire pour ne pas devenir inféodé à vos sources. Donc, vous, comme communicant, vous devez saisir cet écosystème-là, cette configuration mentale du journaliste pour pouvoir avancer dans votre relation avec lui. Et maintenant, dans la mise à disposition de contenu, dites-vous bien que pour le journaliste, qu'est-ce qui est important? C'est quoi de neuf? Ce n'est pas la peine de lui ramener une quinzaine de communiqués de presse par jour qui vont finir par apparaître comme du spamming pour lui, mais orienter vers lui des choses qui semblent avoir un impact et qui marquent une évolution dans ce que fait votre organisation, même si là encore, peut-être qu'on évoquera le sujet. Je pense qu'il y a 2 attitudes quand on est communicant pour une structure qui est peut-être commerciale et qui est donc portée à offrir des produits qui doivent subir le jeu de la concurrence, que quand on est communicant pour une organisation qui, elle, a vocation très institutionnelle. Donc, je pense que parfois aussi, ces 2 approches très différentes, surtout dans l'environnement actuel avec la digitalisation et les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas les outils, les méthodes peuvent rester les mêmes, mais les approches peuvent différer selon qu'on a. Parce que quand vous êtes communicateur dans une institution, vous avez plus un journaliste qui est en attente. C'est-à-dire qu'Emmanuel le relevait tout à l'heure, il faut être disponible à toute heure. Ça peut donner, à un moment donné, l'impression d'invasion même de sa sphère privée, mais il faut vivre avec. Parce que si vous avez un match qui se joue à Sétif en Algérie, qui est interrompu
à 23h30 parce qu'il y a eu des jets de pierre, parce qu'il y a eu des incidents, parce que vous ne direz pas aux journalistes qui vous appellent à 23h30 pour savoir ce que la CAF entend faire pour essayer de se renseigner sur ce que prévoit le règlement. Vous ne lui direz pas que vous lui répondrez demain matin au réveil. Parce que lui, il a une dépêche à boucler parce qu'un match vient d'être interrompu, il y a eu des incidents. Il veut pouvoir avoir la direction de la Confédération africaine de football. Donc, vous-même, vous êtes astreint à faire ce monitoring des matchs jusqu'à ce qu'ils soient achevés et vous assurer qu'il n'y a pas le moindre incident avant de gagner votre lit. Donc, c'est parfois le type de contraintes qui sont consubstantielles à ce métier de communicant. Et je rejoins Emmanuel pour dire qu'à un moment donné, il y a une attente qui est légitime. Je me rappelle d'un incident qui peut être considéré comme mineur par certains, mais lors de l'ouverture de la CAN 2017 au Gabon, le deuxième match qui opposait, si mes souvenirs sont exacts, le Cameroun au Burkina Faso, il y a eu un incident avec l'hymne national du Cameroun qui n'a pas pu être joué parce que la machine a planté, elle ne démarrait pas, machin. Donc, les relations peuvent parfois être houleuses entre des pays voisins comme cela. Il fallait très rapidement, avant la mi-temps, commettre un communiqué pour expliquer aux médias, parce que si vous différez le moment où vous réagissez, si vous différez le moment où vous expliquez l'incident, il va s'installer une autre vérité et il va être difficile pour vous de venir faire partie de cette vérité-là qui n'est pas la vérité, alors que vous auriez pu, par votre proactivité, votre réactivité, très rapidement clore l'incident et le ranger dans la catégorie des incidents techniques qui peuvent arriver, qui sont arrivés par ailleurs avec un hymne qui a été confondu pendant les Jeux de Londres. On a confondu l'hymne de la Corée du Sud à celui de la Corée du Nord et ça n'a pas été un petit incident. Mais dans ce cas-là aussi, c'est la responsabilité du communicant d'aller vers ses patrons et de leur dire, pour ceci, on doit agir et agir vite. Et voilà, vous préparez rapidement une mouture que vous pouvez faire valider en 15-20 minutes et être sûr qu'à la mi-temps du match, vous avez déjà apporté un éclaircissement à un incident qui s'est produit. Je pense que c'est très déterminant. Donc, pour récapituler, je vais dire que c'est la réactivité, proactivité, la disponibilité, la socialisation, la personnalisation et tout ça, c'est des éléments qui participent à créer le cinquième qui est la complicité qui doit s'installer entre le journaliste et vous. Cette complicité ne sera pas synonyme de collusion parce qu'il est important, même pour le journaliste et même pour vous, que le journaliste garde sa crédibilité parce que s'il la perd, personne ne prendra plus en considération ce qu'il publie sur votre organisation. Tout à fait. Donc, complicité, relation de confiance. Et comment on gère les journalistes qu'on appelle agressifs? Cette question s'adresse peut-être plutôt à Junior. Les journalistes, comme je dis, il faut beaucoup de psychologie dans leur gestion. Quand on a été de l'autre côté, je vous ai dit, c'est des gens qui considèrent parfois qu'ils n'ont que des droits et qu'ils n'ont pas de devoirs. C'est-à-dire que même les devoirs les plus basiques, comme la courtoisie, vous en trouvez qui sont convaincus que vous êtes leur employé, vous êtes à leur disposition, dont ils ne vous doivent même pas le minimum qui est la courtoisie. Donc, il faut améliorer sa capacité d'écoute, être capable de prendre sur soi, mais à chaque fois, autant il faut personnaliser pour installer la relation de confiance, autant il ne faut pas qu'une acrimonie devienne personnelle parce que ça ne sert pas le communicant, ça ne sert pas l'image que vous avez. Donc, il faut pouvoir écouter calmement et expliquer à votre interlocuteur que vous êtes dans un processus interne de validation, vous avez des codes à suivre, mais je sais que ce n'est pas le plus évident parce que si vous êtes appelé au pied du lit et que quelqu'un ne vous réserve même pas le minimum qui est la courtoisie, il va de soi qu'en fonction, chacun de nous agit dans l'espace public avec le background émotionnel qui est le sien, avec l'éducation qui est la sienne. Donc, il n'est pas évident, quand vous n'avez pas de self-control, de toujours prendre sur vous. Mais quand vous devenez communicant, il faut vivre avec cette psychologie de journaliste. Comme si pour le journaliste, il n'a que des droits. Il n'a pas de devoirs. Vous êtes dans l'obligation de lui donner une information à l'instant T où il la sollicite. Donc, c'est parfois à vous de faire un travail et de faire tomber les murs en interne qui vous empêchent de pouvoir être disponible pour ces gens-là quand il faut. Je prendrai un cas simple.
il était arrivé quand j'ai rejoint la CAF que les journalistes disent qu'ils attendaient 2 jours pour avoir un communiqué sanctionnant une réunion du comité exécutif. Ça me semblait passablement injustifié et incompréhensible. Et donc, peut-être que parce que j'avais un patron qui avait la flexibilité mentale pour comprendre un certain nombre d'exigences, ce qu'on faisait, ce qu'on avait convenu de faire, c'était de commencer à préparer le communiqué de presse pendant que la réunion du comité exécutif se déroulait. Au fur et à mesure que les points à l'ordre du jour étaient vidés, on préparait le communiqué de presse et dès la réunion la fin de la réunion du comité exécutif, on avait une mouture qui pouvait être soumise exactement dans la salle avant qu'il soit allé faire autre chose, qui pouvait être soumise à la fois au secrétaire général et au président pour validation. Et ça nous permettait 1 heure de temps maximum après la fin d'un comité exécutif d'être en mesure de communiquer sur ce qui nous semblait idéal vis-à-vis de la presse. Parce que l'autre enjeu, quand vous différez la communication, l'autre enjeu, c'est que justement, vous finissez par avoir un transfert, je veux dire un transfert d'acrimonie. Parce que le journaliste qui vous contacte a peut-être lu sur son dos son rédacteur en chef qui commence à le traiter d'incapable parce qu'il est incapable de lui ramener un article 2 jours après une réunion. Donc, il fait sur vous, en fait, un transfert d'acrimonie, un transfert de pression que lui-même reçoit par ailleurs. Donc, c'est des situations qu'il faut comprendre et aussi vous dire que dans la société, vous avez toutes sortes de personnes. Vous ne pouvez pas prendre sur vous de refaire l'éducation d'un adulte. Parfois, elle est toute faite et il faut juste essayer de vivre avec en veillant à ce que votre travail, lui, il soit fait. Bien. Merci, Junior. Et tout à l'heure, on a déjà commencé effectivement. Oui, Emmanuel. Oui, juste pour revenir sur ce que disait Junior, effectivement, oui, ça peut arriver qu'on ait un rédacteur en chef qui mette un peu la pression, etc. Ça arrive assez souvent. Mais la plupart du temps, le milieu est tellement compétitif et on sent tellement la pression sans qu'on nous le dise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on publie l'information parce qu'il y a des sites qui le publient et on le voit ça nous-mêmes. Et forcément, ça stresse, comment dire, le journaliste se met sous pression lui-même en regardant ce qui est publié, en regardant le temps qui passe et le fait qu'on n'ait pas encore cette information et qu'on cherche à la confirmer parce qu'on veut absolument une source sûre, etc. Donc, voilà, c'est pas pour excuser le comportement de certaines personnes qui peuvent se comporter mal avec des communicants, mais en même temps, voilà, c'est pour sans doute donner une explication sur le processus. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à être si tendu, si énervé quand on cherche à confirmer une information? Parce qu'il y a aussi une compétition entre les groupes de presse. Oui, forcément. Et je vais dire à la suite d'Emmanuel, qu'au-delà de cette compétition-là, il y a une composante qu'il faut pas négliger. C'est qu'en fait, vous êtes dans une situation où, aujourd'hui, pour ne prendre que le cas des organisations, des gens exercent leur liberté, par exemple, de tweeter, exercent leur liberté de communiquer par WhatsApp avec des journalistes avec lesquels ils ont quelques atomes et qui vous mettent, vous, en porte-à-faux parce que vous n'avez pas encore l'information officielle à véhiculer. Mais pendant le même temps, vous avez des journalistes qui ont posté à gauche et à droite une indiscrétion qui a pu leur être envoyée pour reprendre le cas de la CAF, qui est sélectionné un peu, ou de l'Afrique Foot, qui a pu leur être transmise par un membre du comité exécutif qui lui était dans la salle et qui leur dit il est important pour le communicant de se battre bec et ongle pour que le circuit de l'information à l'intérieur de l'organisation soit normalisé et contrôlé. Ce n'est pas toujours facile à obtenir, mais moi, je me rappelle à l'époque, à la CAF, ce circuit avait dû être rappelé même aux membres du comité exécutif et il était passablement impossible pour un membre du comité exécutif de dire la moindre chose. On a dû gérer des situations parfois complexes. Je me rappelle en 2014, fin 2014, quand il y a la grosse crise sur l'attribution sur la CAN 2015, quand le Maroc décide de ne pas organiser la CAN 2015 en janvier. On est à Alger pour une réunion du comité exécutif en marge de la finale retour de la Ligue des Champions. Au cours de cette réunion du comité exécutif, la décision est prise de ne pas accéder à la demande du Maroc.
Mais cette communication ne devait pas se faire par une correspondance. Le président Issa Hayatou avait décidé d'aller au Maroc porter cette décision du comité exécutif aux autorités marocaines. La réunion s'est tenue le dimanche matin. Nous sommes arrivés au Maroc le lundi et jusqu'à ce moment-là, rien n'avait filtré. Rien n'avait filtré parce que tous les membres du comité exécutif sont restés astreints au code de conduite qui avait été édicté en ce qui concerne la communication, c'est-à-dire que ne parlait que le secrétaire général, le président et le directeur de la communication. Personne d'autre n'avait le droit de parler. Donc, nous sommes arrivés, il y avait un autre journaliste qui avait été ramené à l'aéroport parce qu'on attendait une déclaration du président Hayatou à l'aéroport pour dire oui, on accepte le report, machin. De toute façon, il y avait des journaux marocains qui avaient même déjà publié pour dire que le report, machin. Mais rien n'avait filtré. Le mardi, on est parti pour une réunion avec le Premier ministre. Jusqu'à ce moment-là, aucune décision n'avait filtré. C'est-à-dire que même dans les échanges avec le Premier ministre, comme la question n'avait pas été formellement posée, on est resté dans des choses générales. Donc, jusqu'au moment où le communiqué conjoint, le communiqué de la CAF avait été apprêté, je vous le dis, depuis Alger. Il avait été apprêté et validé par le comité exécutif à Alger le dimanche. Mais jusqu'à mardi à Rabat, personne ne savait quelle était la décision jusqu'au moment où ce communiqué est lu. Tout simplement parce que à un moment donné, il y a des codes de conduite qui avaient été mis en place et pour lesquels les gens avaient accepté de jouer le jeu et de s'astreindre à ces codes de conduite-là. Donc, il y en avait. Parfois, pour le communicant, c'est très difficile aussi et c'est pour ça que vous pouvez avoir des journalistes qui deviennent belliqueux parce qu'ils estiment que vous avez opéré un traitement de préférence à certains sans se rendre compte que parfois, c'est certains qui ont fait jouer leur entre-gens et que des personnes qui étaient présentes dans la réunion n'ont pas toujours eu la retenue nécessaire pour s'astreindre à ne faire que ce qui les concerne et laisser les communicants faire leur travail, malheureusement. Alors, on a déjà un petit peu, merci Junior, merci Emmanuel, on a déjà abordé un petit peu la question de comment attirer l'attention des journalistes sur les informations que les communicants souhaitent passer. Junior l'a déjà un petit peu abordé en disant qu'il fallait plus de personnalisation, orienter le communiqué ou l'information sur une évolution, sur quelque chose de nouveau. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose d'autre, Emmanuel, peut-être ? Oui, donc comment attirer les journalistes? Je pense qu'il y a une chose essentielle, c'est qu'il faut être sélectif. C'est-à-dire que, et j'entends par là, par la connaissance du milieu de la presse, par des structures de la presse, le communicant doit faire une sélection des communiqués ou des informations qu'il envoie aux journalistes en fonction de leur taille, de leur fonction, etc. C'est-à-dire que, bon, par exemple, pour faire les choses, résumer simplement, il y a donc les grands médias internationaux, les grands réseaux de télévision et les grands quotidiens qui ont des correspondants partout dans le monde. Donc, ceux-là sont intéressés par des informations qui peuvent avoir une portée mondiale. Ensuite, il y a les médias nationaux, les journaux nationaux. Ensuite, il y a les médias régionaux et les médias locaux. Il y a vraiment plusieurs strates et plusieurs intérêts et lectorats ou auditorat différents. Donc, par rapport à ça, il faut que le communicant puisse adapter sa façon de diffuser l'information. C'est ce que disait Junior tout à l'heure. On n'a pas besoin d'avoir, qu'on soit une grande agence de presse ou qu'on soit un petit média, on n'a pas besoin d'avoir 15 communiqués, on a besoin d'avoir le communiqué qui nous intéresse pour notre lectorat. Donc, pour ça, il faut absolument que le communicant comprenne comment on fonctionne. Voilà. Et au-delà de ça, il y a aussi les journaux spécialisés qui, eux, veulent des choses techniques, etc. Donc, il faut comprendre tout cet ensemble, comment il fonctionne pour pouvoir diriger vers quel canal et comment. Très bien. Junior, quelque chose à rajouter sur ça? Oui, jusqu'aujourd'hui, la reconfiguration avec les réseaux sociaux permet, avec la démultiplication d'espaces de partage comme des groupes
WhatsApp permettent aux communicants, même s'il y est de manière espionne, permet aux communicants d'anticiper sur les besoins et les questions qui sont en débat entre journalistes, par exemple. C'est-à-dire que sur une problématique précise qui touche à votre organisation, sur une problématique précise qui touche peut-être aux insuffisances d'un de vos produits si vous êtes dans le domaine commercial, d'être dans cette plateforme d'échange-là vous permet de voir exactement quelle est la perception qui est celle des hommes de médias, qui va forcément influencer le travail qu'ils font après, parce que les sujets, c'est eux qui les proposent plus ou moins en conférence de rédaction, et la conférence de rédaction essaie juste de les réorienter et de les angler. Donc, il faut être présent où ces gens-là discutent, il faut être présent où ils ont des moments de partage, vous le communicant, pour pouvoir anticiper sur leurs désiderata. Tout à fait. Alors, on parle de WhatsApp, on parle des réseaux sociaux. On arrive aujourd'hui, avec la multiplication des médias en ligne, notamment les réseaux sociaux, nous avons aujourd'hui des journalistes solo. Dans les médias traditionnels, les organisations, les entreprises apparaissent dans un média global. Donc, on peut dire, on est paru dans RTS, sur RTS, Jeune Afrique, on a une interview sur RTV, par exemple, alors qu'aujourd'hui, on apparaît sur des comptes personnels des journalistes. Comment tenir compte des journalistes en ligne, donc individus, versus, je dirais, médias traditionnels, groupes de presse? Plutôt pour Junior, peut-être? Non, à ce niveau aussi, je ne... Alors Junior, je vous arrête. Junior, allô? Je sais. Position Junior, on ne vous entend plus. Allô? Juste sérieux. Tout à l'heure, je vous ai indiqué. Allô? Oui, je t'entends, Nathalie. Alors, est-ce moi, je vous entends plutôt bien. Ah, nous... Oui, moi, je vous entends peut-être le redémarrer. D'accord. Si on peut reprendre au début de la réponse, parce que je crois que... Je vous entends très bien. Si on peut reprendre au début, alors je suis désolée. Là, c'est mieux? Vous m'entendez mieux? Beaucoup mieux. Ah ben voilà, même Emmanuel aussi. Oui, non, okay. J'étais en train d'indiquer que je ne vois pas les journalistes qui sont peut-être en freelance et puis ceux qui appartiennent à des médias traditionnels, comme on dirait. Pour moi, il n'y a pas d'antagonisme. Il faut juste voir son logiciel pour répondre à ces différents publics, parce que considérons bien aujourd'hui que si vous êtes, par exemple, un communicant, je prends un exemple comme ça, vous devez veiller à ce que le monsieur qui a un blog qui parle de gel douche et qui a 60 000 followers soit un interlocuteur privilégié pour vous, indépendamment des revues. Il est important que ce blogueur qui a 60 000 followers et qui passe son temps à parler de gel douche ou de produits apparentés fasse partie de vos priorités et soit même en tête de liste dans vos priorités. Donc, parce que aujourd'hui, la décision d'achat d'un consommateur est parfois, le temps de passage sur certains sites commerciaux est rallongé parce que la personne qui vient à la recherche d'un produit essaie de lire quels sont les avis des internautes. Donc, à ce moment-là, si vous êtes dans une position de communicant, vous veillez à ce que les personnes qui sont des blogueurs ou qui s'intéressent à votre champ d'activité reçoivent de manière prioritaire et régulière vos produits pour les tester, mais également, vous devez créer une incitation pour que ces personnes-là viennent avoir des réactions sur vos plateformes afin qu'elles puissent valoriser vos produits, en donner les plus et les moins. Et voilà, donc ce sera une approche bien singulière. Pour moi, aujourd'hui,
c'est des éléments, c'est des parties qui se complètent. C'est-à-dire que le blogueur n'est pas forcément opposé. D'ailleurs, Emmanuel le disait tout à l'heure, quand vous faites un communiqué, vous pouvez en faire un communiqué de presse qui est orienté vers la presse généraliste et un qui est orienté vers la presse spécialisée parce que les attentes ne sont pas forcément les mêmes. Donc, moi, je refuse de voir aujourd'hui une opposition ou un antagonisme entre ces acteurs, mais il devient indispensable pour prendre un cas simple pour revenir à la sphère que je maîtrise un peu. Il existe des blogueurs qui ont un intérêt certain pour le football africain, des blogueurs qui ont parfois une base documentaire que leur envie même des journaux et que peut leur envier l'institution qui incarne le football en Afrique. Il est important pour elle d'établir cette institution-là, il est important pour elle d'établir une relation exactement comme celle qui est instaurée avec les médias traditionnels en direction de ces blogueurs-là. Parce que si vous avez quelqu'un qui a 200 000 followers sur Twitter, cette personne peut de toute façon installer une vérité qui ne vous arrange pas. Donc, il y a aujourd'hui nécessité pour le communicant d'élargir sa sphère, mais comme je disais plus tôt, la personnalisation ici est importante. Il doit pouvoir rester bien au fait de quelles sont les attentes du blogueur, de quelles sont les attentes du média traditionnel et gérer ces différentes pesanteurs. Très bien. Emmanuel, vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, mais côté journaliste, en fait, l'apparition du journalisme citoyen, des micro-blogueurs, etc., donc ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que c'est apparu, et c'est quelque chose forcément dont on a été obligé de tenir compte parce que pour nous, ça rajoute à la compétitivité du milieu et tout va beaucoup plus vite, donc on est obligé de s'adapter, d'être encore plus rapide et d'être encore meilleur et d'être encore plus fiable. Donc ça peut être effectivement des gens qui ont 200 000 followers et qui sont très influents sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi la personne qui a un compte Twitter de base et qui tout simplement est au bon endroit, au bon moment et qui prend une photo d'un événement qui se déroule. Donc du coup, on a appris avec le temps, parce que maintenant ça fait quand même plus d'une décennie que ça dure, à travailler parfois avec ces gens même. C'est-à-dire leur acheter des photos, parce que nous, même si on est un grand média avec un réseau mondial assez structuré et des gens vraiment partout, on ne peut pas être partout. On ne peut pas être partout et parfois, il y a des gens avec des smartphones qui sont là, au bon endroit, au bon moment, qui ont la photo. Et donc on peut leur proposer d'acheter les droits de la photo. Et donc, ce qui fait comme une pige, quoi. C'est une nouvelle forme de travail à la pige. Par contre, l'apparition des microblogueurs et le développement du journalisme citoyen sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a un peu un revers de la médaille parce que il y a quand même une multiplication qu'on a constatée ces dernières années des fausses nouvelles. Donc ça, c'est quelque chose que tous les médias, tous les grands médias maintenant commencent à traiter avec beaucoup de sérieux. Il y a maintenant, y compris bien sûr à l'AFP, des journalistes dont le travail est dédié uniquement au traitement des fausses informations. C'est-à-dire qu'ils vont analyser les vidéos, ils vont analyser les photos, ils vont contacter les gens, ils vont faire tout un tas de manipulations avec certains logiciels pour pouvoir détecter la fausse information et la publier. C'est-à-dire on publie l'information et on dit ça, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de médias qui font ça aujourd'hui. Donc ça, c'est un des nouveaux aspects de ce que font les médias aujourd'hui pour s'adapter à la situation actuelle, à l'évolution à l'évolution du cercle des médias. On ne travaille plus comme avant. Maintenant, on travaille comment dire? Pardon, j'ai un trou. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'avant, on travaillait sur des faits. On travaillait sur des faits, c'est-à-dire qu'en fait, on publiait des faits. Et maintenant,
on continue évidemment à publier des faits, mais on travaille aussi sur les fausses nouvelles et on essaye de les voilà, faire en sorte de montrer. De faire en sorte de sensibiliser aussi le public qu'il y a des fausses nouvelles. Voilà, c'est ça. Très bien. On arrive un petit peu sur la fin. Pour conclure, j'aimerais avoir votre avis à l'un et à l'autre, Emmanuel et Junior, sur l'évolution, comment vous voyez l'évolution à court et moyen terme des relations presse, notamment après cette crise sanitaire que nous avons vécue, que nous vivons encore d'ailleurs. Ça va être pour qui? Je vais peut-être me jeter à l'eau le premier. Je n'ai pas le sentiment que la crise va fondamentalement modifier le paradigme tel qu'il existe aujourd'hui. Emmanuel l'a relevé tout à l'heure, on est rentré dans une phase où chaque individu est un média. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est-à-dire que le journalisme citoyen fait que chacun dans sa vie, dans ses interactions quotidiennes, est en situation de collecte et de diffusion. La différence va subsister dans le traitement parce que le journaliste traditionnel, comme on dit, restera une pierre angulaire parce qu'aujourd'hui, Emmanuel le développait tout à l'heure, on a dû créer, si vous voulez, des nouveaux métiers dans le journalisme en faisant du fact-checking et tout ça. Donc, tout le monde aujourd'hui est en position de collecte et de diffusion. Mais il reste l'étape intermédiaire qui est le traitement, qui va rester indubitablement la responsabilité du journaliste pour pas que la pollution devienne mondiale en termes de qualité de l'information. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que, évidemment, le journaliste traditionnel doit se réinventer, il doit s'adapter à cet environnement-là. Emmanuel évoquait tout ce qu'on a dû faire depuis 10 ans à l'AFP pour s'ajuster. Et même aujourd'hui, même le communicant n'est plus forcément dans la relation presse standard où on envoyait un communiqué de presse, un dossier de presse et on mettait des gens en situation événementielle et en présentiel et on essayait d'interagir autour du lancement d'un produit ou quoi que ce soit. Il se fait que même les structures aujourd'hui deviennent des médias par elles-mêmes, c'est-à-dire que ce qu'elles ont l'intention de véhiculer, elles s'assurent de le mettre d'abord sur leur plateforme en priorité et de créer le trafic qu'il faut sur ces plateformes-là. C'est bien pour ça que les comptes de personnes de référence sont rapidement certifiés sans même qu'ils en fassent la demande. C'est Twitter qui fait la demande vis-à-vis de vous dès que vous devenez quelqu'un de remarquable et d'important parce que tout ce que vous dites sur Twitter peut être considéré comme votre réaction à X ou Y événement et vous avez des millions de personnes qui vous suivent pour dire des choses parfois qui ne tombent pas sous le sens, même si vous êtes président des États-Unis, mais vous aurez des millions de personnes qui viennent quand même poursuivre pour lire une ou deux conneries parce que ça peut amuser, parce qu'on peut penser aussi que ce n'est pas une connerie en passant. Donc, on va se réinventer parce que nous tous aujourd'hui, on collecte, on diffuse, on se retrouve à un restaurant, on filme la carte de menu, on la partage. On est peut-être en train de garantir l'exposition du restaurant parce que derrière, on a 200 000 personnes qui voient notre photo, mais on ne prend pas un copec du restaurant. Donc, tous les humains, du moins pour la plupart, je pense qu'on situe le nombre de smartphones en circulation aujourd'hui environ 7 milliards parce que certains en ont 2, donc plus ou moins l'équivalent de la population mondiale. C'est le nombre de smartphones qu'on a en circulation. Donc, c'est autant de personnes qui sont en situation d'être des médias et d'être des journalistes, entre guillemets. Mais, comme je dis, c'est des personnes qui restent principalement dans la collecte et la diffusion et que l'étape traitement qui est indispensable pour qu'on ne soit pas envahi par une pollution de fake news, et merci à l'AFP et à toutes les agences pour le travail qui est fait dans ce sens, l'étape de traitement restera celle des journalistes formés et qui ont les outils pour ce faire. Merci Junior. Emmanuel? Oui, je suis assez d'accord avec Junior. En fait, la pandémie va pas vraiment changer les fondamentaux du métier. Même si on a beaucoup travaillé, même si on a beaucoup fait de télétravail ces derniers mois, je pense qu'à terme, effectivement, on reviendra à la même configuration. Et surtout pour nous, pour le journalisme, les fondamentaux, c'est d'aller sur le terrain. Donc le reportage.
Donc ça disparaîtra pas. Enfin, je veux dire, on pourra pas, à terme, on pourra jamais faire de journalisme, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne, on pourra jamais faire de journalisme si on va pas sur le terrain, si on va pas constater, si on va pas prendre des photos, etc. Donc ça changera pas. Donc en revanche, voilà, il y a plusieurs choses qui évoluent. Donc on évoquait tout à l'heure le fact-checking sans étude, c'est obligé, on est obligé de vérifier cette masse d'informations. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, tous les médias ont pris leur disposition maintenant pour faire ça, avec des journalistes qui sont formés uniquement pour ça et qui font que ça. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose qui évolue, je pense, et qui a commencé à évoluer déjà il y a quelques années, c'est qu'on s'oriente plus vers la production multimédia, c'est-à-dire qu'on ne publie pas simplement des textes, des dépêches brutes comme ça, c'est qu'on publie des dépêches accompagnées de photos et de vidéos de plus en plus souvent. Et ça, c'est lié à l'apparition des smartphones. Donc, on publie des formats, en fait, qui sont compatibles avec une personne qui est dans le métro, qui lit son smartphone, qui veut lire les news, qui veut voir les photos, qui veut ouvrir une vidéo, etc. Donc, on fonctionne beaucoup plus comme ça. Et ça aussi, ça a changé la façon de travailler des journalistes. Et c'est une évolution qui va continuer, même après la pandémie, parce que c'est toute une époque, c'est toute une nouvelle ère qui a démarré. Pour le reste, encore une fois, donc, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, les agences de presse, les choses importantes vont rester. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a une exigence de rigueur et de fiabilité, premièrement, qui doit rester. C'est un fondamental, c'est un peu notre constitution. Et deuxièmement, notre deuxième pilier, c'est la rapidité. Donc, fiabilité, 1, rapidité, 2. Ça ne changera jamais. Voilà. Très bien. Alors, un petit mot de la fin, peut-être Juste Pardon. Oui. ajouter un petit mot à la suite d'Emmanuel. Nathalie, non, je voulais juste rajouter à la suite d'Emmanuel que, évidemment, il faut s'adapter à l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui. C'est-à-dire que comme je dis, on est rentré dans une société du fast-food et même pour l'information, il faut faire comme ça. C'est-à-dire que les gens ont de moins en moins le temps de s'astreindre à aller au fond des choses et donc on mange debout sur le pouce et donc c'est comme ça qu'on consomme aussi l'information aujourd'hui. Il faut aussi faire, c'est du touch and go, plus ou moins. Et comme Emmanuel disait, il faut refaire les packaging pour pouvoir aller chercher ces publics-là qui sont multi-écrans et qui n'ont pas toujours tout le temps qu'ils devraient vous consacrer et pour essayer de comprendre et analyser les choses. C'est pour ça que même le champ public, aujourd'hui, est devenu quelque chose de très malléable parce qu'on reste sur des phrases choc, sur des incantations. Et généralement, on ne va pas plus loin que ça et on se fait une idée sur cette base-là. Très bien, exact. Alors, le petit mot de la fin, Emmanuel, on va commencer par, comme Emmanuel a commencé à parler, donc on terminera avec Junior. Le petit mot de la fin pour Emmanuel. D'accord, donc un petit peu la conclusion sur les relations entre les communicants et les journalistes. Je pense que, je reviens un petit peu sur ce qu'on disait au début, l'essentiel, c'est d'avoir un courant qui passe, un dialogue entre les deux, sans aller, comme on a évoqué aussi tout à l'heure, jusqu'à la collusion. Il n'est pas question de collusion parce que nous, on a nos impératifs, on a nos devoirs, on a notre façon d'analyser l'information qui peut ne pas être compatible avec la communication des entreprises ou des partis politiques, ou enfin, peu importe l'institution. Donc, oui, une relation de confiance, à établir. Et je dirais, enfin, pour conclure, ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir dire à l'autre, au communicant, c'est de pouvoir lui dire, écoute, c'est très bien de communiquer, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'avoir accès à un tel pour avoir des citations, pour avoir des quotes. J'ai besoin d'un accès. On ne peut pas, nous, en tant que journalistes, se contenter de recopier des communiqués. On veut beaucoup plus que ça de la part des communicants. Voilà. Merci Emmanuel. Junior?
Oui, donc, comme je l'ai répété souvent, je pense qu'on est dans un environnement où la standardisation a vécu. On peut continuer à faire de la production de masse, mais aujourd'hui, autant pour le journaliste qui sait qu'il parle à plusieurs publics, il n'écrit plus en direction du public, mais il doit pouvoir identifier ses publics et pouvoir à chaque fois, pour la même nouvelle, pour la même information, s'adresser à divers publics et donc la présenter de manière différente selon les publics qui sont en cible. Autant pour le communicant, la personnalisation l'amène à se dire que tu fais plus du push SMS ou du push mail en appuyant sur un bouton envoyer parce que tu as un communiqué de presse que tu envoies à des milliers. Aujourd'hui, tu as en face de toi des profils divers, tu as des blogueurs, tu as des journalistes spécialisés et donc tu dois toi aussi, à chaque fois pour le même événement, pour le même produit, parfois produire 2-3 communiqués de presse parce que tu es en train de t'adresser à des publics, à des cibles différentes dans le cas d'espèce et chaque cible doit pouvoir se retrouver dans ce que tu fais. Donc, ce n'est plus toi qui dicte les tempos, mais à la limite, tu as la remorque du marché, à la remorque des attentes, à la remorque de ce que demande le marché. Donc, c'est vrai pour le journaliste en direction de ses publics, puisqu'aujourd'hui, il ne parle plus au public, mais il doit bien intégrer qu'il y a des publics. C'est vrai pour le communicant qui ne doit pas se dire qu'il parle au journaliste, mais qu'il parle à un journaliste, à un blogueur, à un consommateur, parce qu'aujourd'hui, même les plateformes du communicant, son site Internet, ses pages sur les réseaux sociaux sont devenus des médias. Donc, lui aussi, dans sa démarche, a plus ou moins la démarche du journaliste dans sa transmission d'informations et de données. Très bien. En tout cas, merci pour cet échange assez riche. Merci à vous deux, merci Emmanuel, merci Junior de votre temps et merci aussi pour votre partage. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci.